commencer. Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir Sylvain Hervé Deza comme conférencier lors de notre séminaire. Alors, Monsieur Hervé Deza est professeur à l'Institut de mathématiques de Bordeaux et il est chercheur au CNRS. Alors, aujourd'hui, il va nous exposer un travail intitulé sur l'espace atteignable pour des équations de la chaleur perturbée. Donc, Sylvain, merci. passe la parole. Donc, tout d'abord, merci à vous deux pour l'invitation au séminaire. Alors, bien entendu, j'aurais préféré être avec vous à Tunis, mais bon, ces temps difficiles, on se contente de visio. Ça me fait très plaisir de vous voir et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt en chair et en os. Ok, donc pour commencer donc cet exposé, c'est un travail qu'on a fait avec Kevin Lebalch et Marius Tuxnack, qui à l'époque étaient tous les deux à Bordeaux. Dorénavant, Kevin Lebalch est à Paris 6. Et donc, il va s'agir d'essayer de regarder l'espace atteignable pour des équations de la chaleur perturbées. Donc, je vais essayer de préciser tout ça. Si vous ne connaissez pas cette question, c'est pas grave. Normalement, je vais prendre le temps de raconter un peu tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions. Peut-être l'un des avantages de ce système en visio, c'est qu'on peut peut-être avoir un peu plus d'interaction pendant l'exposé. Mais par contre, il faut intervenir avec le son, sinon je ne vous entendrai pas. Ok, donc voici le plan, mais ça, c'est pas très important. Donc je vais commencer juste par vous présenter très brièvement ce que c'est pour moi la théorie du contrôle. Donc évidemment, présenter la théorie du contrôle en un slide, c'est absolument pas réaliste. Donc je vais juste vous dire que pour moi, la théorie du contrôle s'intéresse à un système dynamique, alors qui peut être en temps continu, mais qui pourrait aussi être en temps discret, après tout, il n'y a pas de raison. Donc le système dynamique que je vais considérer, je vais l'écrire sous la forme y' égale f de y et de u. Et donc dans ce système dynamique, il y a un paramètre qu'on appelle u, ici, qui est un contrôle, c'est-à-dire quelque chose qu'on va choisir. Ok. Et donc l'objectif en général, c'est de décrire ce que fait l'état sous l'action du contrôle. D'accord. Et donc en fait, tout ça, évidemment, c'est géré par une dynamique qui peut être linéaire ou non linéaire, d'accord. Et ici, je vais simplement appeler f. Ok. Donc vraiment, le but général de la théorie du contrôle, c'est de faire ça, c'est de décrire ce qu'on peut faire sur l'état en agissant avec le contrôle. Ok, alors il y a quelques exemples qui sont vraiment typiques et que tout le monde connaît. Donc l'exemple numéro 1, c'est vraiment se garer. Vous êtes dans votre voiture, vous voulez vous garer, faire un créneau. Et donc là, vous avez des commandes qui sont le volant et marche avant, marche arrière, éventuellement les vitesses, si vous voulez. Et en agissant sur ces commandes, vous souhaitez garer votre voiture le mieux possible, sans finir ni sur le trottoir, ni sur la route. Donc ça, c'est un exemple tiré de la dimension finie. On sent bien qu'on a un nombre fini de contrôle et l'état vit dans R3. Okay, mais il y a d'autres exemples qui sont plus compliqués. Donc notamment l'exemple de la nage. Donc quand on y réfléchit bien, essayer de nager dans un fluide, c'est agir sur sa propre déformation pour essayer d'avancer. D'accord. Et donc, comme vous le savez, c'est pas forcément facile. Si vous me voyez nager, vous savez que voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. C'est comme ça. Très bien. Et donc, en fait, le contrôle, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans tout ce qu'on fait. Donc, voilà, se garer ou nager, ce sont deux exemples. Et même Michel Platini, donc ce grand philosophe, disait tout est dans le contrôle. Ok. Alors, pardon. Donc, dans la suite de mon exposé, je vais m'intéresser au contrôle du système linéaire, c'est-à-dire que je vais prendre une classe où la dynamique est donnée par une équation linéaire. Donc, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez mon curseur ici? Oui, on le voit.
Ok. Donc, je m'intéresse à une dynamique qui s'écrit Y' égale AY plus BU. D'accord? Et on va faire quelques hypothèses sur A et B, naturellement. Donc, la première hypothèse, ça va être que A est un opérateur linéaire, tel que exponentielle TA est un C0 semi-groupe sur un espace de Hilbert. D'accord? Bon, le fait que ce soit un espace de Hilbert n'est pas forcément vital dans cette affaire. Le fait que ce soit un C0 semi-groupe, c'est nécessaire ne serait-ce que pour dire que le système est bien posé. D'accord? Donc Y, ça va être l'état de mon système, donc ça va être quelque chose qui est une fonction du temps à valeur dans un espace de Hilbert. Ok? Et j'ai un opérateur de contrôle qui apparaît ici. Ok? Et pour faire simple, je vais supposer qu'il est borné sur un espace U à valeur dans H. Et U, c'est l'ensemble des, enfin, décrit des contrôles, la classe dans laquelle je cherche mes contrôles à l'instant T. D'accord? Donc, U, mon contrôle, ça va être L2 en temps, valeur dans U. Donc ici, par contre, ça va être assez intéressant de garder le caractère L2 en temps du contrôle, puisque en fait, on va se baser beaucoup sur des questions de dualité. Okay, donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas trop bouger, notamment on ne pourrait pas mettre L1 en temps ou L infini en temps facilement. Ok. Donc l'objectif pour ce système linéaire simple est d'essayer de décrire tout ce qu'on peut faire sous l'action du contrôle. En d'autres termes, c'est de décrire l'espace atteignable. Donc l'espace atteignable, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble. Donc c'est l'espace atteignable au temps grand T en partant de Y0. D'accord? Donc c'est l'ensemble des Y temps grand T lorsque U parcourt l'ensemble des contrôles et Y satisfait l'équation qui est au-dessus. D'accord? Donc c'est vraiment le sens naturel qu'on attendrait d'un espace atteignable. Ok. Alors en général, en fait, on ne sait pas vraiment le décrire, cet espace. Donc ça, je le dis tout de suite. Je vais donner assez peu de réponses, en fait, sur ce qu'est l'espace atteignable. Ok. Alors tout de même, il y a un cas où on sait bien le faire. C'est le cas de la dimension finie. Donc ici, bon, j'insiste peut-être de façon un peu lourde sur le fait que c'est la dimension finie. Donc je prends un nombre entier. A, maintenant, c'est un opérateur sur Rn, d'accord? H, c'est Rn. Donc un opérateur sur Rn, c'est une matrice n par n. D'accord. Alors, ce qu'on sait, ce qui est connu en fait, depuis très longtemps, ce qui n'est pas très difficile, c'est que l'espace atteignable au temps grand T en partant de Y0, c'est un espace affine qui est engendré par un point d'exponentielle T à Y0, qui est la solution du système lorsque le contrôle est nul, plus l'image d'une matrice qui est ici, qui s'appelle en fait la matrice de Kalman, qui est une grosse matrice, où on a compilé les colonnes de B, AB, A carré B, jusqu'à A puissance n-1B. Ok, donc en fait on a cet espace grand R ici, qui est un espace vectoriel, ok, et on voit assez facilement en fait qu'on a deux propriétés qui sont déduites de façon élémentaire, disons. C'est si cet espace grand R c'est Rn, alors le système est contrôlable pour tout jeu d'opérateurs A tilde et B tilde qui sont proches de AB, donc une certaine forme de stabilité de la question de contrôlabilité lorsque grand R est égal à Rn. Et si grand R est différent de Rn, c'est-à-dire si on n'a pas un contrôle exact, en fait, on peut quand même s'intéresser à regarder la restriction à grand R de l'opérateur ou de la matrice A. On va avoir, ça se voit en fait ici, c'est juste par Cayley Hamilton, que A sur grand R est stable, d'accord? Donc en fait, on a un sous-espace, grand R, pour lequel le système Z' égale ARZ plus BV est exactement contrôlable sur grand R. D'accord? Si bien qu'en fait, on peut toujours se ramener au cas d'un système qui est contrôlable exactement sur cet espace grand R, qui bientôt va s'appeler l'espace atteignable également. Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
Bon, peut-être Nabil a levé la main, peut-être il a une question. Nabil. Non, 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 merci, ça va, mais j'avais un problème de son, juste en cliquant. Ah, d'accord. Merci, merci. Ok. Très bien, donc continuons. Donc évidemment, vous vous en doutez, mon exposé va s'intéresser à des systèmes de dimension infinie. Et donc quand on voit un peu la nature de la preuve juste avant, on voit qu'il va y avoir des problèmes en dimension infinie pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il existe des espaces vectoriels qui ne sont pas fermés en dimension infinie. Et il y en a plein. D'accord? Et la deuxième raison, c'est que le théorème de Cayley-Hamilton ne s'applique pas. Donc évidemment, le théorème de Cayley-Hamilton vous dit que les puissances de l'opérateur A en fait forment un espace de dimension finie, et c'est naturellement pas le cas pour un système de dimension infinie. Ok. D'où la question, qu'est-ce qu'on peut dire pour des systèmes de dimension infinie? Et l'exemple qu'on aura en tête dans la suite de cet exposé, c'est l'équation de la chaleur. Ok, donc ici je l'ai écrite en dimension 1 d'espace. D'accord, donc sur un segment 0π, d'accord, je regarde l'équation de la chaleur, donc dty moins dxxy égale à 0, et contrôlé à droite et à gauche. D'accord, donc mon contrôle ici sont U0 et Upi. J'ai une donnée initiale, et ma question c'est où est-ce que je peux amener mon état Y en jouant sur U0 et Upi. Très bien. Alors, je vais vous donner un cadre abstrait, mais en fait, toute la suite, vous pouvez penser que ce cadre abstrait, il est fait pour l'équation de la chaleur, et c'est vraiment ça qu'on a fait. Ok, donc on considère la contrôlabilité d'un système linéaire, Y' égale à Y plus BU. Donc là, je vous ai remis les hypothèses qui étaient auparavant, d'accord. Donc mon opérateur A, c'est un opérateur linéaire qui génère un C0 semi-groupe sur un espace de Hilbert. Mon état, il est continu à valeur dans l'espace de Hilbert. J'ai un opérateur de contrôle. Bon, pour simplifier, vous pouvez supposer qu'il est borné de Junrach. À vrai dire, toutes les preuves dont je vais parler s'appliquent également avec des contrôles admissibles, donc avec des opérateurs de contrôle admissibles, qui sont des opérateurs de contrôle légèrement non bornés, mais pour lesquels on est capable de définir des solutions. Et c'est en particulier le cas quand on fait du contrôle au bord. Okay, c'est pour ça que c'est un cadre intéressant à étudier. Ok. Et donc il y a une hypothèse que je vais garder tout au long de l'exposé, à partir de maintenant, c'est que le système Y' égale AY plus BU est nul contrôlable en tout temps T positif. D'accord? Ce qui veut dire que, quel que soit l'état duquel je pars, donc quel que soit Y0, je peux trouver un contrôle U tel que la solution de mon système ici amène à l'instant grand T en 0. D'accord? Et donc cette propriété-là, je veux qu'elle soit vraie en tout temps T positif. Ok, alors ça a l'air d'être une hypothèse très forte, hein. Ça l'est, c'est pas une hypothèse gratuite. Toutefois, c'est une hypothèse qui est satisfaite pour les équations de type chaleur, c'est-à-dire les équations de la chaleur standard, et même des équations de type Stokes ou Navier-Stokes. Alors Stokes, pardon, là on est dans le cadre linéaire. Stokes ou boussinesque linéarisé, enfin il y a tout un jeu d'équations qui satisfont ces hypothèses. Ok, et donc pour la chaleur, c'est désormais bien connu, c'est dû à deux travaux simultanés de Lebor-Obiano et de Forsikov-Imenvilov au milieu des années 90. Ok, donc à nouveau, je peux définir l'espace atteignable. Okay, c'est essentiellement la même définition qu'avant. Hein, donc l'espace atteignable, grand R, donc, a priori ça dépend de l'horizon de temps que je me fixe, donc de grand T, et de la donnée initiale de laquelle je pars, Y0. D'accord? Donc, cet espace grand R de T et de Y0, c'est l'ensemble des Y à l'instant grand T, lorsque U parcourt l'ensemble des contrôles. D'accord. Donc, le premier théorème, en fait, c'est un théorème qui est bien connu. Je crois qu'on en trouve trace dans des travaux de Feynman dans les années 80, mais je soupçonne que c'était déjà connu auparavant. Et d'ailleurs, vous allez voir, la preuve est en dessous. Donc, ce théorème vous dit que
lorsque vous avez un système qui est nul contrôlable en temps arbitrairement petit, l'espace atteignable grand R de t et de y0, en fait, ne dépend pas du temps grand T, ça ne dépend pas de l'horizon grand T, d'accord? Et ça ne dépend pas de la donnée initiale de laquelle on part. Ok? En conséquence, cet espace grand R de t et de y0, on va simplement l'appeler grand R dans la suite. Alors, la preuve de ça, en fait, est assez basique. Hein, donc, vous avez les trois énoncés ici. D'accord? Le premier point, c'est que la nulle contrôlabilité vous dit que, en fait, quand vous partez de y0, enfin que toutes les données que vous pouvez atteindre en partant de y0, vous pouvez les atteindre en partant de 0. C'est pareil. Okay, donc ça, c'est juste la linéarité classique de l'équation. Il n'y a rien à dire. Okay. Le deuxième point est aussi assez élémentaire. Donc si je prends T1 qui est plus petit que T2, l'ensemble des données que je peux atteindre en partant de 0 au temps T1, c'est plus petit que l'ensemble des données que je peux atteindre en partant de 0 au temps T2. Pourquoi ça? Bah, simplement parce que pendant le temps T2 moins T1, je fais rien. Okay. Et si je fais ça, en fait, j'ai naturellement le contrôle qui m'était donné ici, qui va me donner un contrôle pour arriver à l'instant T2, là où je veux. D'accord? L'autre point est un peu plus subtil et découle vraiment de la nulle contrôlabilité. Donc en fait, chaque implication est assez élémentaire, mais il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir un petit peu. Donc la nulle contrôlabilité en temps petit, ça implique exacte contrôlabilité aux trajectoires en temps petit. Donc ça veut dire que en tout temps arbitrairement petit, je peux atteindre n'importe quelle trajectoire. Ok? Donc ça, c'est juste une conséquence de la linéarité des équations. Une fois qu'on a dit ça, on démontre que si T1 est plus petit que T2, alors une trajectoire ici qui part de 0 et qui arrive quelque part à l'instant T2, bah en fait c'est aussi une trajectoire sur un espace de temps un peu shifté, okay, de taille T1. Et donc si c'est une trajectoire sur un intervalle de temps de taille T1, en fait, nécessairement, à cause de l'implication du dessus, je sais l'atteindre en partant de 0. Ok. Très bien, donc du coup on a cet espace grand R qui est vraiment celui qu'on cherche à caractériser. D'accord? Alors ce grand R, qu'est-ce qu'on sait dire? On sait dire que on peut le munir d'une structure d'espace de Hilbert. Pour ça, en fait, c'est pas très compliqué. Quand on prend un élément dans grand R, on lui... Donc, vous voyez ici, il y a un grand R de T, hein, faut faire attention. Donc tous les grands R de T sont égaux. Ça, c'est mon théorème précédent. D'accord? Mais je vais quand même regarder cette norme ici. Donc R, je le munis de la norme de grand R à l'instant T. C'est important. En fait, on va pouvoir comparer ces normes, mais il faut quand même toujours garder en tête quelle est la norme qu'on met ici. Ok. Donc cette norme-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'infimum des contrôles, tels que la solution partant de 0 arrive à l'instant grand T en Z. D'accord? C'est l'infimum des normes de contrôle de ça, qui font ça. Ok. Donc ça, bon, c'est essentiellement un exercice de montrer que ça munit cet espace grand R d'une structure d'espace de Hilbert. Mais après, il y a un truc qui est un peu plus subtil et qui est en fait vraiment crucial dans la suite. C'est qu'on peut comparer ces normes grand R de T. Alors le premier point est assez élémentaire. Donc si je prends T1 plus petit que T2, je prends Z dans grand R. Pour l'atteindre en un temps T2, ça va me coûter moins cher que pour l'atteindre en un temps T1. Pourquoi ça? Simplement parce que si j'ai un contrôle qui l'atteint en temps T2, non, c'est l'inverse. Si j'ai un contrôle qui l'attend en temps T1, pour l'atteindre au temps T2, je fais juste un contrôle qui est nul sur 0, T2 moins T1, et après qu'il prend la valeur de ce contrôle-là, et j'arrive au temps T2 exactement en Z.
D'accord? Donc cette première inégalité, en fait, elle est assez élémentaire. La deuxième est plus compliquée. Donc là, vous voyez que ce que je suis en train de dire, c'est que si T1 est plus petit que T2, je peux estimer cette norme-là par la norme, donc la norme RT1 par la norme RT2, avec une constante C qui cette fois-ci dépend de T1 et T2. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Ben, c'est vrai par Banach, Banach-Steinhaus. Okay, parce que tous ces espaces grand R de T sont égaux à grand R, d'accord? Et j'ai une injection dans un sens. Donc ça, c'est Banach-Steinhaus. En revanche, vous voyez, il y a un point qui est important, c'est que cette constante qui est ici, elle dépend de T1 et T2. Et à vrai dire, on ne sait pas trop comment elle en dépend. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Cette norme avec laquelle on va travailler dépend a priori de grand T. Okay, donc toutes ces normes sont équivalentes, mais naturellement, quand on va faire tendre notamment grand T vers 0, l'équivalence de ces normes va être de plus en plus singulière, entre guillemets. Ok. Alors notre théorème principal est le suivant. C'est en fait essentiellement le même théorème qu'en dimension finie. Et à vrai dire, je suis un peu surpris que ça ne soit pas déjà présent dans la littérature. En tout cas, on n'en a pas trouvé trace. Donc la chose est la suivante. Donc on fixe taux positif. En fait, taux va avoir aucun rôle là-dedans, mais on fixe un taux. Et on considère notre semi-groupe exponentiel TA que l'on restreint à cet espace grand R de taux. Alors ce que je prétends, c'est que cette famille d'opérateurs TT, ici, d'une part, ça ne dépend pas de taux. Donc ça, bon, c'est pas très surprenant, puisque tous ces espaces R taux, en fait, ce sont les mêmes. Ok. Bon, mais ça, il faut quand même le dire. Un autre truc qui est moins évident, c'est que cet opérateur, enfin, cette famille d'opérateurs grand TT, ça forme un C0 semi-groupe sur l'espace R taux. Ok, et bon, une fois qu'on aura ça, ça viendra naturellement, ça c'est un théorème classique d'analyse fonctionnelle. Une fois qu'on a un C0 semi-groupe sur un sous-espace, alors l'opérateur coïncide avec l'opérateur précédent, d'accord? Sauf qu'on va restreindre le domaine en prenant l'intersection du sous-espace. Donc ça, c'est un résultat classique qu'on peut trouver dans le livre de Engel et Nagel, par exemple. Ok, donc vraiment le point clé, c'est celui-ci, en fait que TT forme un C0 semi-groupe sur R taux. Et donc en particulier, donc si A tilde c'est le générateur de ce C0 semi-groupe, le système Z' égale A tilde Z plus BU est exactement contrôlable sur R taux. D'accord? Et ça, c'est vrai en tout en T. Ok, alors là, on voit qu'il y a un truc qui s'est passé qui est un peu surprenant. C'est qu'au début, je vous ai parlé de la chaleur. Donc la chaleur, on sait que c'est une équation qui est nulle contrôlable en temps petit. Et là, je suis en train de vous dire que quand je réduis l'espace dans lequel je travaille, en fait, je suis capable d'obtenir un système qui est exactement contrôlable. Ça paraît un peu contre-intuitif au début, mais en fait, c'est vraiment l'analogue de la dimension finie. Ok, alors juste, je vais vous donner un point clé de la preuve, pas tous les détails, mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que dès qu'on a qu'un système est exactement contrôlable dans un espace qu'on a identifié, en fait, on peut mettre en place toute une machinerie d'arguments perturbatifs, d'accord, que ce soit par des points fixes de Picard-Banach, que ce soit par des arguments de compacité, des choses comme ça. Donc là, en fait, on est dans un bon cadre pour développer des arguments perturbatifs. Ok, alors, mais juste avant de vous donner un peu les exemples de ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça, donc je vais vous donner ce lemme, qui est vraiment le lemme clé, et qui est en fait complètement prouvé dans ces 4 inégalités. Ok, donc ça c'est assez amusant, finalement la preuve est très très courte. Donc qu'est-ce que dit ce lemme? Ce lemme dit que quand vous regardez TTZ pour un élément Z dans R taux, pour T qui est borné, alors vous pouvez le borner uniformément
quand t tend vers 0 par une constante. Et alors ça, c'est pile ce qu'on veut, parce que dès qu'on a ça, avec la propriété de semi-groupe, on va facilement avoir que c'est un semi-groupe borné sur R-taux, il n'y a pas de problème. Mais surtout là, ce qui est critique, c'est ce qui se passe lorsque t tend vers 0. C'est là qu'est la difficulté, parce que dès qu'on a que le système est nul contrôlable en temps petit, on a une conséquence très simple qui vous dit que exponentielle TA, ça prend n'importe quel élément de H et ça l'envoie dans R-taux. En revanche, vous n'êtes pas capable de quantifier la constante T, d'accord, cette constante-là. Et en particulier, il est très probable qu'en fait, elle explose lorsque t tend vers 0, parce que, évidemment, contrôler en temps très petit, c'est très compliqué. Ok, donc ici, ce qui fait marcher les choses, pour avoir une constante qui n'explose pas lorsque t tend vers 0, c'est qu'on a changé la norme ici, on a mis cette norme-là. D'accord, bon, bah, la preuve, elle est détaillée là, donc on va... Bon, il y a 4 inégalités, chaque inégalité mérite un petit peu de réflexion quand même. Hein. Normalement, je vous ai donné déjà tous les ingrédients, on va quand même le faire ensemble. Ok, donc je fixe taux positif. Si vous voulez, taux, ça peut être égal à 1, c'est pas grave. Ok, je prends t dans 0 taux et z dans r taux. Ok, pourquoi pas. Maintenant, je regarde la norme de ttz dans r taux, parce que c'est ce que je veux estimer à la fin. D'accord, alors ce terme-là, comme on avait dit au début, en fait, toutes ces normes sont équivalentes. Okay, les normes R taux, les normes R2 taux, tout ça c'est équivalent. Donc là, quitte à payer une constante C taux, que je ne maîtrise pas mais qui ne dépend que de taux, je peux comparer ce terme-là à ce terme-là, où ici j'ai mis la norme de R2 taux. Ok. Alors l'autre inégalité, donc une fois qu'on en est là, maintenant on va passer à celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est la norme minimale qu'un contrôle doit avoir pour que autant de taux on termine sur TTZ. D'accord? Donc en fait, pour faire ça, c'est assez facile de voir qu'il suffit d'atteindre Z au temps de taux moins T. Et si on a ça, une fois qu'on a fait ça, on laisse le contrôle nul et on va naturellement arriver au temps TTZ. Enfin, on va naturellement arriver au temps de taux à TTZ. D'accord? Donc en fait, cette inégalité-là est essentiellement triviale. Si on écrit bien ce que sont les espaces R-taux, c'est facile. Et une fois qu'on a dit ça, là, à nouveau, on avait déjà dit que les normes de ces espaces grand R, là, on pouvait les comparer facilement, donc sans payer de constantes difficiles, lorsque celui qui est là est plus grand que celui qui est là. Ok, et donc ici, vous voyez, j'ai pris t dans 0 taux, donc 2 taux moins t, c'est plus grand que taux, et donc j'ai cette inégalité-là. Ok, donc une fois que j'ai ça, en fait, j'ai la bonne estimée près de t égale à 0, et après, il y a des théorèmes abstraits de théorie des semi-groupes qui nous donnent le résultat tranquillement. En fait, on peut même le démontrer à la main relativement facilement que TT va être un C0 semi-groupe sur R taux. Ok, alors donc si je vous parle de tout ça, c'est parce que donc, une fois qu'on a une propriété de contrôlabilité exacte pour un système linéaire, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc en particulier, comme je vous disais, on peut mettre en place des arguments de perturbation standard et on va être capable de tout dire dans ce cas-là. Donc voici un premier théorème. Donc là, vous voyez ce qui se passe. En fait, on va perturber notre générateur A par un opérateur P, d'accord, et on va établir que l'espace atteignable pour cette équation-là va être exactement le même que lorsqu'il n'y a pas P. D'accord? Alors pour faire ça, il y a quand même un truc, c'est que, vous voyez, j'ai dit que mon système était exactement contrôlable sur R taux. Donc en fait, sur mon opérateur P, ici, mon opérateur perturbatif, donc d'une part, je vais lui demander d'être petit, bon ça c'est normal, c'est un argument de perturbation, mais je vais lui demander surtout d'être un opérateur linéaire sur cet espace R taux. Okay, et que cette norme-là,
C'est normal, à nouveau, l'argument de perturbation se fait directement dans l'espace R de taux. D'accord? Ok, donc bon, si on a ça, donc ce théorème-là, en fait, il vient assez facilement une fois qu'on a le théorème précédent. Ok. Alors on peut même continuer un peu, continuer à jouer un peu avec ça. Alors ça, c'est une application un peu abstraite. Le but est de dire qu'on va être capable de gérer des termes sources. Ok. Alors c'est un peu compliqué à lire. Je m'en excuse, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire essentiellement? On est en train de dire que si on veut contrôler à état, avec état qui est dans R de taux, une équation où il y a un terme source f. Donc mon f, il va être dans cet espace-là. Donc c'est un espace naturel au vu du caractère bien posé de mon équation dans R taux. Alors, le contrôle qui réalise que la solution à l'instant grand T est égale à état, alors d'une part, c'est une application linéaire de état et de f, donc ça c'est assez standard, mais d'autre part, on a des estimés, donc sur ce contrôle, ok, et sur la trajectoire contrôlée dans cet espace continu en temps à valeur R taux. Ok, et tout ça, ça dépend de la norme de état de R taux et de la norme de F de L1 R taux. Ok. Alors quand on voit ça, on se dit oulala, à quoi ça sert tout ça? Ça a l'air bien abstrait. Alors en fait, ça va être idéal pour faire des arguments de points fixes. Ok, parce que vous voyez que si F c'est un terme comme Z carré, et si R taux est une algèbre, donc oublions un peu la dépendance en temps ici, temporairement, ben en fait on va être capable de faire des arguments de points fixes relativement simplement. Et c'est en effet le cas, donc je vais juste vous présenter ce résultat-là. Donc à nouveau, hein, c'est un peu lourd à écrire, hein, je m'en excuse, mais essentiellement ce qu'on dit, c'est que si on a une équation, donc ça vous voyez maintenant c'est une équation qui est semi-linéaire, oups, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne le prend plus, mais là on a une équation qui est semi-linéaire, d'accord, f de z. Le f de z est a priori non linéaire, il satisfait une hypothèse quand même de type localement Lipschitz, d'accord, donc ça, c'est typiquement des choses qui sont satisfaites par des fonctions puissance non linéaires, d'accord. Donc si f de z c'est du z puissance k, vous aurez quelque chose comme ça. Ok. Et donc sous ces hypothèses-là, on va être capable, pour des données à atteindre suffisamment petites, de montrer, donc suffisamment petites et dans R taux, de montrer l'existence d'un contrôle tel que la solution de cette équation semi-linéaire arrive à l'instant grand T en état. Ok. Bon, alors ça, tout ça, bon, c'est une partie abstraite. Évidemment, c'est pas forcément très simple à lire. Donc, je vais juste vous donner les applications. Je voulais juste vous convaincre en fait que cette partie abstraite, finalement, elle est assez standard une fois qu'on a démontré que on avait un système qui était exactement contrôlable sur un espace qu'on avait identifié. Ok. Alors pour cette partie-là, je vais considérer l'équation de la chaleur en dimension 1 d'espace. Donc à nouveau, je suis dans un intervalle 0π. Et cette fois-ci, je contrôle par les conditions Neumann-Aubert. Ok. Donc je contrôle en x égale à 0 avec u0. Je contrôle en x égale pi avec upi. Donc ça correspond pile au cadre abstrait que j'avais donné, avec l'opérateur A qui est l'opérateur Laplace en dimension 1. Grand H, c'est simplement L2. Le domaine de l'opérateur, c'est cette chose-là. Donc c'est essentiellement H2 en étant dérivée normale nulle au bord. Et l'opérateur de contrôle, ici c'est un opérateur de contrôle qui est non borné, d'accord, mais qui est néanmoins admissible. Ok. Et ce qu'on fait sur ce modèle-là, c'est que ça, c'est un modèle qui est nul contrôlable en temps arbitrairement petit. Et donc là, il n'y a même pas besoin de se référer aux travaux de Forsythe, Manuvillov et Le Borobiano. Vu qu'on est en dimension 1, les résultats sont bien plus anciens et on pourrait notamment déjà les trouver dans un travail de Fattorini et Russell en 71. Ok, donc ça rentre pile dans le cadre qu'on a dit.
Alors, le premier théorème, en fait, c'est un théorème qui est vraiment crucial dans notre affaire. Vous voyez, en fait, dans tout ce que je vous ai dit, oui, donc il faut quand même satisfaire des bonnes hypothèses sur R taux. Ok, donc en fait, il faut connaître cet espace atteignable. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai largement passé sous le silence, mais c'est quelque chose qui est très difficile. En général, en fait, on ne connaît pas la forme de cet espace atteignable. On le connaît essentiellement pour l'équation de la chaleur à coefficient constant en dimension 1 et sans potentiel. Ok. Alors, dans ce cas-là, donc c'est le théorème suivant qui est dû à Hartmann et Orsoni. L'espace atteignable, on le connaît explicitement, et c'est cet espace A12S. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, S, c'est un carré de diagonale 0π. Alors, c'est un carré du plan complexe. Hein. Ici, grand S, c'est donc le plan complexe. D'accord? C'est l'ensemble des S égale X plus Y, donc X et Y sont réels. D'accord? Avec module de Y plus petit que X et module de Y plus petit que pi moins X. Donc ça, c'est un carré dans le plan complexe de diagonale 0π. Ok? Et ce que je suis en train de demander, là, ce que je suis en train de dire, c'est que mon espace atteignable, en fait, c'est l'ensemble des fonctions qui sont holomorphes sur ce carré et qui sont H1 dans ce carré. D'accord? Ou W12 dans ce carré. Ok? Donc en fait, ce résultat, comme vous voyez, il est très récent. Hein. À vrai dire, je pense il y a encore 5 ans, personne n'aurait pensé qu'on serait capable de décrire exactement l'espace atteignable, même dans ce cadre-là. Et comme vous voyez, donc il y avait eu le travail de Fattorini et Roussel, qui est vraiment un travail fondateur, qui disait déjà des choses sur l'espace atteignable, mais qui en fait demandait beaucoup trop de choses. Et puis plus récemment, donc, vous voyez, il y a environ 5 ans, Martin, Rosier et Rouchon ont commencé à suggérer qu'en fait, pour décrire cet espace atteignable, la bonne approche était de le définir comme un espace de fonction holomorphe. Donc au début, leur résultat n'était pas optimal, ils demandaient à ce que les fonctions soient holomorphes sur quelque chose de beaucoup plus grand que le carré. Ensuite, avec Jérémy Dardet, on avait réussi à démontrer que si c'était holomorphe sur un voisinage du carré, alors on était atteignable. Et puis après, il y a eu ces travaux ici de mes collègues bordelais, qui ont réussi vraiment à plier le problème et à montrer que l'espace atteignable, c'est exactement cet espace-là. Ok, donc vous voyez, en fait, il y a une longue histoire et surtout, il y a un emballement à partir de 2016. Ok, je maintiens, il y a encore quelques années, je pense qu'on n'aurait pas parié sur la possibilité de démontrer ce genre de résultat. Ok. Alors du coup, bon, quand on regarde tous les théorèmes là, abstraits que je vous ai donnés, le premier théorème et la première conséquence, c'est que cette équation de la chaleur, en fait, elle est bien posée dans cet espace de fonction holomorphe, le Bergman, A12. Alors quand on voit ça, on se dit, bon, d'accord, démontrer que l'équation de la chaleur en dimension 1 est bien posée, je sais le faire. En général, j'utilise que mon opérateur est auto-adjoint positif, et donc je ne m'embête pas. Alors il faut quand même remarquer ici que l'opérateur qu'on a n'est pas un opérateur auto-adjoint positif sur A12 de S. Ok? Donc en fait, si on voulait vraiment essayer de démontrer ça à la main, probablement le plus simple serait de regarder la résolvante de l'opérateur et de montrer qu'on a des hypothèses, enfin qu'on a des estimés sur la résolvante dans A1 de S qui permettent d'établir le caractère bien posé de cette équation. Et à vrai dire, dans un premier temps, on avait essayé de faire ça directement. Et on n'avait pas réussi. Ok. Donc là, c'est un peu surprenant, c'est quelque chose qu'on sait démontrer avec des résultats abstraits. Alors, bon, en fait, on sait démontrer que c'est bien posé sur l'espace atteignable avec un certain opérateur de contrôle, mais là, vous voyez, il n'y a plus d'opérateur de contrôle. Donc déjà, ça, c'est un peu perturbant. Et d'autre part, quand je dis que je ne sais pas le démontrer à la main, c'est aussi que démontrer que l'espace atteignable, c'est exactement A12 de S, c'est quelque chose qui nécessite du travail. Donc, comme vous avez vu, il y a eu plusieurs papiers avant d'arriver à ce résultat-là. Ok. Donc ça, c'est un résultat qui est un peu surprenant, qui a l'air d'être nouveau. Après, c'est peut-être pas le résultat le plus intéressant, mais
tout de même, c'est un peu surprenant. Ok. Alors ensuite, si on regarde un peu, bon, si on applique en fait bêtement les théorèmes abstraits que je vous ai donnés, on peut démontrer des choses comme ça. Donc on peut démontrer que si je prends des potentiels qui sont holomorphes sur le carré complexe, d'accord, et qui sont Lipschitz sur le carré complexe, et telle que la norme Lipschitz est suffisamment petite, alors l'espace atteignable pour cette équation ici, donc l'équation de la chaleur perturbée par un potentiel, est exactement l'espace A12 de S. Ok, et la preuve de ça est en fait élémentaire, hein. On voit cet opérateur, enfin cette multiplication par un potentiel comme un opérateur, et on estime la norme de cet opérateur. Et donc là, bon, vous voyez, on dit juste que si Z, donc A12, c'est des questions d'holomorphie, mais c'est aussi être holomorphe sur S et être dans H1 sur S. Ok, et P, vous voyez qu'il est W1 infini sur S. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que W1 infini agit sur H1 de S. Bon, bah ça, c'est assez élémentaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Ok. Et donc, on a ce résultat vraiment qui tombe tout seul. Ok. Alors après, je vous avais promis des trucs un peu semi-linéaires. Alors, voilà, un exemple. Un exemple un peu bizarre, hein, mais après tout, pourquoi pas. Un terme semi-linéaire où je mets donc f de z égale z, plus un terme non local. Parce qu'en fait, à aucun endroit, j'ai vraiment besoin d'avoir des choses locales. Je vais juste utiliser des arguments perturbatifs globaux. Donc en fait, j'ai aucun problème à considérer des choses non locales. Ok, quadratique, pardon. Ok, donc je ne vais pas reprendre tout le théorème, hein, mais essentiellement, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que si vous prenez une fonction état qui est dans le Bergman du carré, ok, qui est suffisamment petite, alors je peux trouver des contrôles tels que la solution de cette équation semi-linéaire satisfait l'instant grand t, z de t égale état. D'accord? Donc à nouveau, c'est vraiment une application directe. Il suffit de vérifier que ce f de z satisfait l'hypothèse que j'ai montrée tout à l'heure dans un cadre abstrait. Ok, bien. Donc je continue. Alors évidemment, ce qui serait très naturel, ce serait de considérer des fonctions analytiques en z, et peut-être sans terme linéaire, parce que vous avez vu peut-être que la condition sur f de z, c'est quand même une condition de type quadratique ou plus. D'accord? Je considère des équations semi-linéaires. Donc je considère un f de z ici qui s'écrit somme de ak de tx, z de tx, à la puissance k, pour k plus grand que 2. Alors quand on voit ça, on se dit, bon, bah, a priori, on a tout fait pour que ça marche. Ah oui, alors il y a quand même un problème, c'est que A12 de S, donc souvenez-vous, c'est essentiellement H1 du carré. Alors c'est le carré complexe, donc le carré complexe, en fait, c'est un élément de R2. Ça peut s'identifier comme un élément de R2. Et donc H1 en dimension 2 n'est pas une algèbre. Donc en fait, ce truc-là, ça agit pas bien sur A12 de S. Ok, ben pas de problème. On va modifier un peu ces espaces atteignables. Alors comment on peut faire? Donc ça, c'est un résultat qui est dû à Kelley, Normand et Tuxnack. On peut remarquer que si on considère des contrôles plus réguliers, des contrôles H1, qui satisfont, qui sont nuls à l'instant initial, alors en fait, l'espace atteignable devient plus régulier. Ok, donc c'est écrit ici, hein, donc l'espace atteignable R1 avec des contrôles qui sont comme ça, c'est A32 de F, d'accord, donc ça c'est un espèce de Bergman d'ordre 3, ok, donc à nouveau, c'est des fonctions qui sont holomorphes sur S, et qui sont H3 sur le carré. D'accord? Et le gain de cette affaire-là, c'est que H3 en dimension 2, c'est une algèbre. Donc ici, il n'y a pas de problème, tout ça c'est bien défini pour Z dans A32. F de Z sera bien dans A32, sous réserve que la série converge. Ok. Alors juste un petit mot sur ce résultat-là. Ce résultat-là est finalement assez facile, parce que si on considère des contrôles qui ont un cran de régularité en plus,
on va juste avoir envie de dériver l'équation en temps, ok, et de voir ce qu'on peut faire avec des contrôles L2 sur l'équation dérivée en temps. Okay. Évidemment, l'équation dérivée en temps, c'est simplement l'équation de la chaleur. Donc en fait, il faut juste considérer l'équation de la chaleur avec des contrôles L2, plus à la toute fin, un argument supplémentaire pour voir ce que donne l'intégrale en temps. D'accord? Donc ça, c'est des arguments qui sont développés dans cet article-là, quel est Normand Tuxnack. Ok. Alors, une fois qu'on a dit que A32 était une algèbre, bon, bah, on va être capable de vérifier que ce f de z satisfait bien les hypothèses non linéaires que j'avais écrites. Alors, à nouveau, ça devient un peu technique. Bon, c'est comme ça. Alors, en plus, vous voyez ici, je crois que j'ai noté f de z de tx, et ici, j'ai noté f de tx z. Donc, vous devinez que ça, c'est pour coller aux hypothèses que j'avais fait auparavant dans la partie abstraite. Mais évidemment, en général, ça va se présenter comme ça, dans l'aspect dp. Ok, donc on a le théorème suivant. Alors, il y a une hypothèse de convergence des F. Ça doit être AK ici, excusez-moi. Donc, on a une hypothèse de convergence des AK. Ok, et sous cette hypothèse de convergence, on va être capable de démontrer que pour des données dans A32 de S qui sont suffisamment petites, je peux trouver des fonctions de contrôle L2. Alors en fait, elles sont même un peu plus régulières. Elles ne seront pas tout à fait H1, mais elles seront un peu plus régulières. Telles que la solution Z de l'équation satisfait Z à l'instant grand T égale à état. Ok, donc ça c'est quelque part notre meilleur résultat, le plus général. Ok, et donc c'est un résultat qui doit être absolument comparé aux travaux qui ont été effectués auparavant d'ailleurs par Camille Laurent et Lionel Rosier, qui étudient à peu près le même genre de questions, donc en dimension 1. Alors eux, ils ne sont pas dans un cadre abstrait. En fait, ils sont dans... Ils regardent l'équation de la chaleur en dimension 1, et essentiellement, ils vont voir le problème de contrôle comme un problème de Cauchy-Kovalevskaya en partant du bord x égale à 0, d'accord? Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de démontrer en fait comment il y a une perte d'analyticité lorsqu'on avance dans la résolution du problème, qui est un problème qui est très mal posé. Ok, donc ça en fait c'est quelque chose qu'on connaît. Quand on a un problème qui est mal posé, en général c'est mal posé dans L2, et c'est souvent bien posé dans des classes de fonctions analytiques ou holomorphes convenables. C'est par exemple le cas du problème de Cauchy pour le Laplacien. Ok. Donc ça, c'est la stratégie. Alors après, il y a énormément de raffinements pour considérer, pour essayer d'affiner le résultat. Donc, ce qu'ils arrivent à faire, c'est d'une part de traiter des termes linéaires sans aucune condition de petit f. Ce que nous, on n'arrive pas à faire. Okay, parce que nous, c'est vraiment un argument perturbatif. Et donc, en fait, on est coincé avec les termes linéaires, on ne sait pas trop quoi en faire, ils ont besoin d'être petits. Okay, d'autre part, eux, ils arrivent à obtenir des fonctions f qui sont des fonctions analytiques en z et en dxz. Ce que nous, on n'arrive pas à faire. En fait, on a juste des fonctions qui sont analytiques en z, mais aucune dépendance en dxz. Ok, en revanche, nous, on arrive à faire assez facilement de la dépendance en temps, alors qu'eux n'y arrivent pas. Bon. Leur approche aussi nécessite des conditions d'analyticité qui sont plus fortes que les nôtres. En fait, je ne veux pas les rappeler ici, parce que ce sont des conditions qui sont très techniques, peut-être encore plus techniques que les nôtres. Donc, faites-moi confiance à ce niveau-là. Leurs conditions sont un peu plus fortes que les nôtres. Elles sont comparables, hein, toutefois. Essentiellement, ils demandent de l'holomorphie sur des domaines qui sont un peu plus gros que ce que nous, on considère. Ok, et donc un exemple en fait du type de résultat qu'ils obtiennent, c'est le suivant. Ils obtiennent que les états qui sont holomorphes sur une boule donc centrée au milieu d'intervalle et de rayon égal à ça
enfin, pardon, strictement plus grands que ça, sont atteignables. Alors, nous, en fait, ce qu'on a obtenu, c'est que, essentiellement, les états qui sont holomorphes sur le carré de diagonale 0π sont atteignables. Donc, en fait, c'est un espace qui est beaucoup plus petit. Pardon, qui est beaucoup plus gros, excusez-moi. Donc, de ce point de vue-là, notre résultat est plus satisfaisant et probablement plus optimal, puisque c'est celui qui correspond à ce qui se passe lorsqu'on regarde l'équation de la chaleur sans perturbation. Ok. Bien, alors pour conclure, je vais juste donner quelques points supplémentaires. Donc le premier point, c'est que ici, je vous ai présenté une approche perturbative qui était basée essentiellement sur des théorèmes de points fixes à la Banach-Picard. On peut aussi faire des arguments perturbatifs basés sur de la compacité. D'accord. Alors, quand on fait ça, le problème, c'est qu'on a besoin d'hypothèses de continuation unique. Donc, on a besoin de supposer que l'opérateur perturbé satisfait des hypothèses de prolongement unique. Donc ça, en fait, c'est assez bien adapté pour considérer des opérateurs non locaux en espace. Et d'ailleurs, ça nous permet de retrouver les résultats qui avaient été publiés dans Fernandez-Cara, Lu et Zoisois en 2016. Alors, j'aimerais juste d'ailleurs mentionner que ces arguments basés sur de la compacité n'ont pas besoin d'avoir une caractérisation très détaillée de l'espace atteignable. Donc ça leur donne plus de flexibilité, hein, comme je vous ai dit. L'espace atteignable pour la chaleur, en fait, il y a énormément de cas où on ne sait pas vraiment le décrire. On peut essentiellement le sandwicher entre deux espaces, mais qui sont très très loin l'un de l'autre. Ok. Alors il y a une question qui nous paraît intéressante et sur laquelle, à vrai dire, je crois qu'on n'a même pas de conjecture claire. C'est assez perturbant. Donc quand on considère l'équation de la chaleur, en fait on a un semi-groupe qui est analytique sur L2. Ok. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que à la fin, on a un C0 semi-groupe sur l'espace atteignable. On a l'impression qu'il y a une perte quand même. Et donc, il serait assez naturel de se demander si restreindre l'équation de la chaleur à son espace atteignable permet de récupérer un semi-groupe analytique ou pas. Et en particulier, ça nous permettrait de pouvoir gérer des termes semi-linéaires qui font intervenir des x, z. Okay, donc ça, c'est une question ouverte, et je veux dire, même dans les cas où on a l'impression qu'on se faire les calculs, hein, donc même, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous mettez en dimension 1, vous regardez l'équation de la chaleur sur 0π, avec des conditions Dirichlet ou Neumann, ce que vous préférez, et vous essayez de regarder la résolvante. Vous essayez de faire des calculs là-dessus, et de démontrer que la résolvante satisfait les bonnes conditions pour garantir que le semi-groupe est analytique. Et bien ça, bon, on n'a pas été capable de mener le calcul au bout. Et à vrai dire, on ne sait même pas si c'est vrai. Il est possible que ce soit faux. Donc, je pense que c'est une question intéressante. Et je répète, hein, même en dimension 1, sur un cadre où on a l'impression qu'on peut faire tous les calculs à la main, essentiellement, on ne sait pas répondre. Alors, j'aimerais juste finir en disant que dans cette approche-là, on voit bien quand même qu'il faut connaître assez précisément l'espace atteignable. Et mieux on le connaît, plus on est capable de dire des choses sur les perturbations qu'on peut gérer. Ok, donc en fait, vraiment, notre approche, c'est une motivation très forte pour essayer de mieux comprendre quels sont les espaces atteignables pour des modèles paraboliques. Et donc, comme je vous disais, essentiellement, les résultats, pour l'instant, sont en dimension 1, espace. Il y a toutefois deux résultats qui sortent un peu du lot, qui sont tous les deux très récents, comme vous pouvez voir. Il y a un travail de Strohmayer et Waters qui est paru sur Archive en 2021, je crois, peut-être en 2020, mais qui permet de décrire l'espace atteignable en dimension n sur une boule lorsqu'on contrôle sur tout le bord de la boule.
Okay, donc ça paraît assez spécifique d'un point de vue géométrique quand même, mais c'est un premier pas qui est déjà significatif, puisque c'est à l'heure actuelle le seul résultat en dimension strictement plus grande que 1. Ok, et par ailleurs, il y a un résultat de Hartmann et Orsoni pour une description de l'espace atteignable pour l'opérateur laplacien plus x carré, donc moins laplacien plus x carré. Ok, donc qui est celui de l'opérateur harmonique. Mais à nouveau, ils n'arrivent pas à écrire exactement ce qu'est l'espace atteignable. Ils arrivent à le coincer entre deux espaces de fonctions holomorphes, ce qui nécessite déjà beaucoup de travail. Bref, je pense que c'est un problème qui mérite d'être regardé avec un peu d'attention. Et sans doute, il y a de nouvelles approches à développer. Ok, donc écoutez, je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci Sylvain pour la qualité de l'exposé. Donc, ce sont des résultats très intéressants. Alors, on passe aux questions. Oui, Mourad. Merci Sylvain pour cet exposé. Enfin, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que cette approche te donne un peu plus d'informations sur le coût de contrôle? C'est une très bonne question. En fait, je soupçonne que le coût du contrôle, il est là. C'est cette constante-là. Quand t tend vers 0. D'accord. Et je crois d'ailleurs que c'est écrit, c'est peut-être pas exactement cette constante-là dans l'article de Kellen, Normand, Tuxnack, mais c'est une constante qui ressemble, en tout cas qui est clairement liée. Donc si jamais on connaissait cette constante-là, on aurait une estimée sur le coût du contrôle en tant que petit. Là, tu vois, ce qui est quand même sympathique, c'est que finalement, j'ai rien supposé sur le comportement de cette constante quand t tend vers 0. D'accord, ça pourrait être, par exemple, un Laplacien fractionnaire. Un Laplacien fractionnaire avec un coefficient plus grand que 1,5. On sait que c'est contrôlable. Le coût du contrôle est probablement un peu plus singulier que pour la chaleur. Ça n'empêche que tous les résultats ici restent vrais. Mais on ne connaît pas l'espace atteignable. D'accord. Ah ouais. Merci Mourad. Autre question? Une remarque, une question? D'accord. Bon, Sylvain, j'ai peut-être une petite question. Donc, je ne suis pas expert dans le domaine de contrôle, mais alors là, si on remplace la condition y de grand T égale à 0 par y de grand T assez petit, pas égal à 0 exactement. Par exemple, y de T plus petit que epsilon avec epsilon très petit. Alors ici, je vise y de t égal, hein, mais pas 0 en fait. C'est pas 0. Ah, d'accord. Peut-être que j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu vois, c'est z de t égale état. Je pars de 0. Oui. Mais j'arrive à un truc qui est non nul. Par exemple, en fait, si je remplace cette condition par valeur absolue de z de grand T moins état, pas égal à 0, mais assez petit. Plus petit que epsilon. Oui. Est-ce que on peut garder la même démarche dans les démonstrations pour… Alors, si tu veux juste approcher quelque chose à l'état final, donc là on est dans un cadre où j'ai supposé la nulle contrôlabilité en temps petit. D'accord? Donc la nulle contrôlabilité en temps petit, c'est équivalent à l'observabilité, et l'observabilité, ça implique la continuation unique sur l'adjoint. Okay, et la continuation unique sur l'adjoint, c'est équivalent à la contrôlabilité approchée. Donc en fait, juste avec l'hypothèse que j'ai mise au début là, je peux te répondre que je peux approcher n'importe quel état dans H
autant grand T avec n'importe quel epsilon positif. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, là, j'ai... D'accord. Une deuxième question, Sylvain. Est-ce que cette théorie peut s'appliquer pour des équations différentielles fractionnaires, par exemple? Absolument. Ouais. Absolument. En fait, mon hypothèse principale, c'est celle qui est ici. Hein. C'est celle qui est ici. Ok, donc si tu prends, c'est ce que je mentionnais à Moran, hein, si tu prends un Laplacien fractionnaire avec une puissance, donc moins Laplacien puissance alpha, avec alpha qui est plus grand que 1,5, ouais, strict, on sait que le système parabolique correspondant est nul contrôlable en temps arbitrairement petit. D'accord. Ok, et c'est même vrai en dimension quelconque. Hein. On peut le faire assez facilement à partir de l'inégalité spectrale de Lugoro-Biano, par exemple. Ok. D'accord. Donc en fait, là, tout s'applique. Le seul point qui est vraiment pas clair, c'est quel est l'espace atteignable dans ce cas-là. Et là, même en dimension 1, je crois qu'on ne sait rien. D'accord. Merci, Sylvain. Alors, une autre question? Bon, s'il n'y a plus de questions, on remercie encore une fois Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère te voir très bientôt parmi nous à Tunis.